Je dis, mais pourquoi il dit ça? Là, il n'y a pas de place pour la nuance. C'est qu'Olivier Duhamel a une relation avec son beau-fils, qui est un jeune adolescent, et c'est criminel, c'est pas horrible. Donc, il n'y a pas de place. Donc, pourquoi cherche-t-il à nuancer? Vous allez voir. C'est ça ma question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Il faut se rendre compte sur quel fond noir, sur quel fond d'abîme, il étudie le glorieux et terrible spectacle de l'humanité. C'est le fond aveugle d'un destin qui agite et fatigue les hommes, sans but et sans raison. Ils portent en eux les causes de leur croissance, qui sont les mêmes que celles de leur décroissance. Alors au-dessus d'eux apparaissent de plus grands acteurs, les États. Ils naissent, grandissent, vieillissent, meurent comme les hommes. Et la même inquiétude, le même effort qui les pousse à s'augmenter, à lutter, à dévorer leurs voisins plus faibles, finit également par les faire stagner, les remplissent d'émotions perverses et décadentes. Et ils finissent par se dissoudre sous l'action d'un État plus jeune et plus fort. Pour assurer son propre salut, l'unique moyen d'un État est de trouver une âme courageuse qui puisse le ramener à ses instincts primitifs. Mais cette âme courageuse ne peut être ni un marmonneur de prière, ni un ascète. Ce ne peut être qu'un violent. Il s'agira d'une âme solide, vertueuse, déterminée, mais armée d'un bâton ou d'une épée. Et malheur à tous ceux qui ne goûteraient pas de ce bâton, qui ne craindraient pas le fil de cette épée. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités, moi, j'ai aucune responsabilité. De tout temps, les luttes pour l'accès au pouvoir eurent lieu dans des espaces dédiés, parfois sur le champ de bataille, mais le plus souvent au sein de cercles restreints. Qu'il s'agisse de rassemblements de seigneurs chez le roi ou de réunions de représentants au sein de chambres parlementaires, la parole est une arme indispensable pour montrer aux autres que l'on est digne du rôle que l'on convoite. Pour ce faire, il faut être soi-même convaincu afin d'être convaincant. Et maîtriser cet outil qu'est le langage, cette arme qu'est le discours et ces munitions que sont les arguments et la répartie. La rhétorique est donc cette discipline que déjà quelques figures du web francophone se proposent de rendre accessible au plus grand nombre. Mais il y a un sujet de la rhétorique qu'à mon avis, ils n'ont pas encore traité. Je suis tombé sur ce petit traité d'une centaine de pages qui est né en 1771 des mains de l'abbé Dinoir. Découvrons ensemble si véritablement le silence est d'or. Avant de nous attaquer à l'une de ses œuvres les plus emblématiques, remise au goût du jour par Jérôme Milon, intéressons-nous à ce drôle d'abbé que fut Joseph Antoine Toussaint Dinoir. On le présente comme prédicateur, polémiste, compilateur sciences sacrées et apologiste du féminisme français. Ordonné prêtre du diocèse d'Amiens vers 1740, Dinoir montra dans sa jeunesse beaucoup de dispositions pour la poésie latine, mais il la négligea plus tard, lorsqu'il se fut adonné à la prédication dans laquelle il obtint un certain succès. Le triomphe du sexe, un opuscule en faveur des femmes l'ayant brouillé avec son évêque, l'abbé Dinoir vint à Paris et fut attaché à la paroisse Saint-Eustache. Oui, ça va. Il la quitta bientôt pour faire l'éducation particulière d'un fils de Monsieur de Marville, lieutenant de police connu. L'aisance où il se trouvait lui permit alors de se livrer à son goût pour la littérature. C'est texto le descriptif de sa biographie sur Wikipédia. Et sincèrement, j'ai pas trouvé grand chose d'autre. Internet n'est pas prolixe quant à ses origines sociales ou familiales. Et L'Art de se taire est l'un de ses ouvrages les plus connus. Ce qui est cocasse parce que d'après Dinoir lui-même, il s'est fortement inspiré d'un texte précédent qui était resté anonyme. Comme quoi, être homme d'église, ça n'empêche pas d'être opportuniste. Ce qui transpire dans l'ouvrage, autant par ses attaques directes que par ses sous-entendus, c'est que Dinoir est farouchement opposé aux idées des Lumières. Ces philosophes dont les paroles et les écrits sont un affront au pouvoir royal, à l'État et bien sûr à l'autorité de l'Église. Et c'est cela qu'il faut retenir concernant le contexte d'écriture de L'Art de se taire. Écrit en 1771, époque de bouleversements philosophiques, politiques et scientifiques qui remet en question les fondements de la société de l'époque.
des changements qui ne sont pas favorables pour la position sociale de notre abbé. Transposée à notre époque, la pensée de Dinoir serait considérée comme réactionnaire, voire intégriste, prêchant ce qu'il est bon de penser ou dire, et surtout ce qu'il n'est pas bon de penser ou dire. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Ce n'est pas anodin que le sous-titre de L'Art de se taire soit principalement en termes de religion. Et c'est tout le paradoxe du personnage qui était considéré comme un défenseur des femmes par rapport à sa position, mais qui en même temps refusait toutes les avancées morales, scientifiques et de liberté individuelle qui deviendraient les fondements même de notre République. Combien y en a-t-il qui se sont perdus par la langue ou par la plume? Ignore-t-on que plusieurs doivent à un mot imprudent, à des écrits profanes ou impies, leur expatriation, leur proscription, et que leur infortune n'a pu encore les corriger? On peut, avec le recul, notre compréhension actuelle du monde et notre éducation, ne pas être totalement en accord avec la vision de l'abbé. Sauf si vous êtes royaliste. Si vous êtes royaliste et catholique, vous avez trouvé là un ardent défenseur de la cause. Bah ouais. Cela n'empêche pas que le livre s'apprécie pour son apport historique et pour les avantages qu'il procure à maîtriser le silence, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Logique. Le tout fait un peu moins d'une centaine de pages, parsemé de paragraphes courts et de maximes. Mais avant de les détailler, je tiens à vous montrer ce petit extrait que je qualifierais de délectable. La loi peut vous condamner jusqu'à 5 ans. Ouais. Un appel, hein, c'est prendre ce risque-là. Ouais. Vous préférez le prendre. Je n'irai jamais en prison. Pourquoi? Parce que j'irai pas en prison. Voilà. On verra. C'était suite à la condamnation par la justice de Jérôme Lavrieux, qui était un ancien proche de Nicolas Sarkozy et qui était l'un des acteurs principaux de l'affaire Big Malion, une affaire encore dont seules nos élites ont le secret. Et puis de toute façon, même s'ils se font prendre et condamner, eh ben... Je n'irai jamais en prison. Voilà. Bon retour dans le Périgord? Je vais prendre la porte d'Orléans et direction le Périgord. Mais revenons à l'ouvrage de l'abbé. À l'oral, l'auteur distingue 10 types de silence. Le silence prudent, le silence artificieux, le silence complaisant, le silence moqueur, le silence spirituel, le silence stupide, le silence d'approbation, le silence de mépris, le silence politique, le silence d'humeur et enfin, le silence de caprice. Ça fait beaucoup là, non? On va pas tous les passer en revue, mais l'idée est de mettre en miroir 5 silences vertueux et leurs reflets peu glorieux. Le silence complaisant, par exemple, est celui que l'on utilise lorsqu'on laisse la personne avec qui on converse s'exprimer pleinement sans interruption, afin que sa pensée soit libérée et que l'on accueille avec le respect qui lui est dû. En revanche, le silence moqueur correspond à un manque de respect de notre part. Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au 10e de degré, c'est foutu. À 1/10 de degré près, vous vous rendez compte? Bon, vous aurez compris le principe, même si, de mon point de vue, chacun est libre d'interpréter de différentes manières l'expression d'un même silence. Et je ne suis même pas sûr que cette phrase ait un sens. L'abbé Dinoir s'attaque ensuite aux personnalités qui sont derrière chacun de ces silences. Selon lui, à chaque tempérament correspond un répertoire de silences bien défini. Par exemple, pour reprendre les 2 silences précédents, voici ce qu'il écrit. Ceux qui sont d'une humeur douce, facile et accommodante, ont plus de penchant au silence complaisant. Ceux qui aiment à se divertir de tout, aiment aussi le plaisir qu'ils trouvent dans un silence moqueur. Bon, en tout cas, on ne m'ôtera pas de l'idée que jusqu'ici, c'est un petit peu léger comme argument. L'abbé Dinoir est assez avare en exemple, car il sait, et ses lecteurs de l'époque savent à qui il s'adresse. Donc il ne cherche pas forcément à illustrer ses propos. Mais à notre époque d'ultra-communication, le quotidien déborde de preuves, d'informations ou de nouvelles ou de faits divers qui véritablement n'ont d'intérêt que pour très peu de gens. Il en est de même de la plupart de nos politiques, surtout pour ceux qui sont au gouvernement. Comme le démontre l'économiste Frédéric Farah dans son livre Fake State, les normes européennes laissent peu de marge de manœuvre aux gouvernements nationaux. Et un gouvernement national sans pouvoir de décision réel passera plus de temps à communiquer qu'à réfléchir à l'avenir,
qu'à proposer des réformes nécessaires, non pas imposées, et à convaincre de leurs applications dans l'intérêt général. La plupart des interventions de nos décideurs ne remplissant aucun de ces points. Passons maintenant à l'écrit, car l'abbé est bien plus prolifique et bien plus acide en ce qui concerne les silences dans le milieu du 5e art. Concernant l'écriture, l'abbé Dinoir réitère ses propos, car selon lui, on écrit mal, on écrit trop, et on écrit des choses inutiles. Pour le premier, l'auteur justifie que les ouvrages qui furent conservés par le temps sont les plus essentiels, que les œuvres légères, les fades compilations et les contes infâmes causent tort à la religion et sont donc à proscrire. Durant le Moyen-Âge, les rares personnes sachant lire et écrire étaient la plupart du temps des religieux, des moines copistes. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'une sélection était faite en amont. Toujours est-il que peu d'ouvrages critiques envers l'Église étaient tolérés. Puis, ils n'étaient pas nombreux, les lecteurs en ce temps-là. Comme aujourd'hui d'ailleurs, peut-être. Alors je parle de lecture sérieuse, ça s'entend. Pour le second, il pense qu'on écrit trop, et c'est une réalité. Par exemple, pour cette vidéo, le rendu final que vous visionnez correspond à un travail raccourci du tout premier script. Mais une fois encore, le passage est bien léger, et l'argumentaire du bon abbé se bute à une certaine idée de la morale. Finalement, écrire trop, c'est risquer d'écrire mal. Pour la troisième partie concernant l'écriture des choses inutiles, je vais directement citer le texte de l'abbé, et je suis certain que vous allez pouvoir utiliser cette définition envers certains auteurs selon vous. Il est des hommes qui écrivent pour écrire, comme il y en a qui parlent pour parler. Nul génie, nul dessein, ni dans les discours des uns, ni dans les livres des autres. On les lit et on n'y comprend rien, ou on n'y apprend rien. Ces auteurs ne s'entendent pas eux-mêmes. Pourquoi donc écrivent-ils ? C'est ainsi que par le mauvais choix des matières, ou par une manière d'écrire qui ne signifie rien, on remplit le monde de livres stériles et infructueux. On l'a dit, il est peu de livres où il n'y ait quelque chose de bon. Les bons écrivains ressemblent à l'abeille, dont le travail est précieux, délicat, utile aux hommes et à elles-mêmes. Mais les écrivains dont je parle semblent n'être faits ni pour eux ni pour les autres. Ils sont auteurs, direz-vous. Ils ont fait un livre. Dites plutôt qu'ils ont gâté du papier, après avoir perdu leur temps en croyant faire un livre. Et telle est la condition de ces faiseurs de romans, d'anecdotes, de contes, de poésie badine, ou plutôt licencieuse, etc. Ils ont du moins le plaisir de se croire auteurs. Monsieur Finkielkraut ? Je vais répondre. Tout de suite, là ? Ah bah ça a commencé ? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé ? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... Après cette attaque en règle, l'abbé admet que, comme la nourriture alimente le corps, la lecture alimente l'esprit. Mais dans sa vision du monde, l'abbé Dinoir imagine le monde divisé en deux catégories. Celle des gens de corps et celle des gens d'esprit. Bien qu'à ses yeux, ils soient d'égale valeur, on voit bien que cette distinction entre deux types de personnes pourrait amener des dystopies, comme celle des alphas et des gammas dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Que pensez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. Et pour contrebalancer ceux qui écrivent trop, l'abbé Dinoir parle aussi de ceux qui n'écrivent pas assez. S'il estime dès son époque que trop de livres inutiles sont en circulation, apprenez petits ouvrages à mourir sans murmurer, l'auteur trouve également qu'ils sont trop nombreux, ceux qui appliquent l'art de se taire à la lettre. Par là, il dénonce le peu de ses confrères à rejoindre son combat contre les idées des Lumières. Il écrit « Il y a des temps où une indiscrète retenue est une espèce de crime, surtout quand il s'agit de Dieu et de la religion. » Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage ? Bien qu'il y ait un intérêt évident à savoir maîtriser ses silences, et même lorsqu'on a envie de poser ses pensées sur le papier, on sent que pour l'auteur, pour l'abbé Dinoir, l'art de se taire est avant tout un support presque de propagande pour s'ériger contre des philosophies des Lumières qui menacent sa position sociale ainsi que l'ordre social établi en 1771. Et comprendre cela démontre déjà toute la capacité de votre esprit critique à ne pas prendre pour comptant toute nouvelle information que vous percevez. Que le livre que vous êtes en train de lire ou que le reportage, film, documentaire que vous êtes en train de regarder est avant tout le point de vue de son auteur ou du réalisateur avant d'être un message à but informatif ou
intellectuelle, incluant le contexte dans lequel cette production a eu lieu. Il m'a fait penser aux 48 lois du pouvoir de Robert Greene, et que ce titre vous parle ou pas, sachez que j'en ai fait une analyse critique juste ici. Je vous souhaite de très bonnes lectures, et à bientôt sur Éminence Grise. Salutations.